Merci beaucoup. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va donc maintenant écouter les présentations des lauréats à la compétition, donc les 3 premières équipes qui ont fourni les modèles les plus performants. Alors, on va commencer avec l'équipe qui est arrivée en 3e position, donc la team IQVIA, avec donc Jérôme Doba et Kofi Cornelis, qui sont data scientists. Je vous laisse la parole. Allô, bonjour à tous. Merci. Alors, nous sommes la team IQVIA et donc avec Jérôme, ici présent, on a dû travailler pendant 3 mois sur le challenge et très content d'avoir participé. Nous sommes tous les deux des data scientists et nous nous sommes rencontrés du coup chez IQVIA, là où on a pu travailler sur ce projet. On va parler de 3 principales parties. La première, c'est une présentation rapide du challenge, puisqu'elle a déjà été réalisée par différents intervenants. Puis, on va parler de la stratégie et les différents modèles que nous avons mis en place. Et enfin, nous allons finir sur l'explicabilité et ce qu'on a des conclusions et des pistes aussi pour essayer d'aller potentiellement plus loin. Donc, pour la présentation du challenge, l'objectif, c'était vraiment de déterminer si les patients avaient été sains ou avaient des maladies bucco-dentaires rares, telles que l'amélogénésis imperfecta et la dentillogénésis imperfecta. Et donc, pour cela, nous appuyons sur des données. On avait à disposition des données d'un peu plus de 300 patients, 100 patients qui étaient sains, sans maladie, 166 patients avec des maladies d'aménogénésis imperfecta et 50 patients avec les maladies de dentinogénésis. Et donc, avec ces patients-là, on avait donc des images en couleur, 2363, qui avaient des qualités variées. Certaines étaient de très bonne qualité, d'autres étaient de moins bonne qualité. Quelques exemples, je pense qu'on a déjà vu pas mal, mais c'est toujours bien d'en remontrer. Et ensuite, on avait aussi des radios. Donc, des radios qui étaient des radios en noir et blanc, 445, qui ressemblent donc à ça. Et pour certains patients, nous n'avions que des images. Et pour certains patients, nous avons des fois que des radios. Mais souvent, dans la majorité des cas, on avait quand même des patients avec à la fois les radios et les images. Et donc, l'objectif de ce challenge, c'était vraiment de prédire la maladie, mais pas que. Il y avait vraiment 4 informations majeures à prédire. Il y avait donc la maladie. Il y avait aussi le type de maladie lorsqu'on avait découvert que c'était une maladie de type amélogénésis. Après, il y avait aussi le fait de savoir si c'était une maladie qui était isolée ou plus syndromique, c'est-à-dire si le patient n'avait que cette maladie ou cette maladie était en fait liée à d'autres maladies qu'il avait généralement. Et la target ou l'information la plus difficile à trouver, c'était vraiment les gènes, savoir quel était le gène qui avait muté et qui venait amener à cette maladie. Et donc finalement, le score pour déterminer donc les gagnants ou les meilleurs participants du meilleur modèle pour ce challenge, c'était une moyenne de ces 4 informations. Donc il ne fallait pas forcément donner trop d'importance aux maladies et délaisser les gènes. Il y avait tout qui était intéressant d'améliorer, parce que c'était une moyenne du FR score. Et donc pour justement déterminer qui gagnait, qui avait les meilleurs résultats, il y avait donc 2 scores, un score public justement qu'on voyait en temps réel tous les jours changer, et si on ne travaillait pas, on diminuait dans le classement, et donc il fallait constamment améliorer nos modèles, et un score privé qui était disponible que le dernier soir, où là on a pu découvrir le classement final. Ensuite pour la pipeline, donc on s'est beaucoup renseigné sur les données, on a beaucoup regardé les données, regardé la documentation, la littérature sur ce qui était fait dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de l'imagerie. Et on a vu de nombreux défis, justement, qu'il fallait faire face pendant ce challenge. C'était déjà le fait d'avoir des données qui étaient déséquilibrées. On avait potentiellement moins d'informations sur des dentillogénésies où certains gènes étaient beaucoup moins représentés. Il y avait aussi le fait d'avoir 3 types d'informations différentes qu'il fallait utiliser. Donc il y avait les images, les radios et les données cliniques. Donc il fallait prendre du recul pour savoir comment utiliser ces informations pour arriver à avoir un modèle qui prédit bien. On avait aussi donc peu de patients, donc il fallait généraliser, trouver des méthodes pour avoir plus d'images. Donc ça, on va en parler rapidement. Et enfin, comme il y avait 4 informations à prédire, est-ce qu'il était plus intéressant d'avoir 4 modèles différents, un seul gros modèle, mettre des modèles en cascade? Donc c'est beaucoup de tests justement qu'on a pu mettre en place pour voir quelle était la meilleure solution.
Et donc, parmi les différents méthodes qu'on a mis en place, c'était la data augmentation. Je pense que toutes les équipes ont dû la mettre en place. Ça permet vraiment d'augmenter la base de données, donc de passer par exemple de 3000 images à 30 000 images. Donc on faisait des flips, on tournait les images dans un sens, on rajoutait du bruit, on faisait des rotations sur les images. Ça permet donc d'augmenter le dataset, mais aussi de permettre de mieux généraliser pour les modèles, de voir des images différentes, même si finalement c'est la même image. Donc par exemple dans cet exemple, à gauche c'était l'image initiale, et à droite c'est des images augmentées. Donc des fois on fait des crops, des zooms, des fois on retourne l'image, on rajoute aussi du bruit, ou on peut aussi s'amuser à dégrader aussi la qualité pour permettre aussi au modèle de mieux apprendre. Du coup, effectivement, l'augmentation de données, c'était un des tricks, une des astuces pour augmenter virtuellement la taille du dataset et permettre au modèle de mieux généraliser. On verra par la suite que c'était pas du tout la seule astuce et qu'on en a mis en place beaucoup. On vous les présentera pas toutes parce qu'on n'a pas 3 heures à consacrer à cette présentation. Pour l'instant, on peut peut-être s'intéresser à l'architecture du modèle, donc vraiment ce qui est le cœur de notre présentation et ce qui est finalement l'algorithme qui va prédire les différentes classes cibles. Donc ce qu'on va prédire ici, je le rappelle, c'est la cohorte. Donc est-ce que le patient est sain, est-ce qu'il est atteint d'amélogénésis ou d'antinogénésis, le type d'amélogénésis, le gène qui est à l'origine de la mutation, et ensuite savoir si cette maladie est isolée ou fait partie d'un syndrome plus général. Donc quand on est médecin et qu'on fait face à un patient qui est potentiellement atteint d'une des maladies rares, ce que va faire le médecin finalement, c'est qu'il va donc regarder directement la bouche, la zone bucco-dentaire, et il va avec ses yeux extraire des caractéristiques, ce qu'on appelle en anglais des features, par exemple des caractéristiques de défaut au niveau de l'émail, au niveau de la dentine. Ça peut être des taches, ça peut être la couleur, ça peut être plein de choses, enfin des caractéristiques visuelles qui vont permettre ensuite pour ce médecin-là de classifier directement dans sa tête et très rapidement le type de maladie. En réalité, le modèle qu'on a construit, et que je pense que toutes les équipes ont construit, c'est un modèle qui fonctionne à peu près sur ce même mécanisme, c'est-à-dire qu'on a un mécanisme au global de réseau de neurones qui, dans un premier temps, va extraire des features qui sont importantes et qui ensuite va classifier, qui va prendre toutes ces informations et qui va les classifier pour prédire finalement les 4 classes cibles. Alors, pour entrer un peu dans le détail technique, ce qu'on a comme type de réseau de neurones pour extraire ces informations et ces caractéristiques, c'est ce qu'on appelle un CNN, un réseau de neurones convolutionnel. Donc, les convolutions sont des filtres. Le réseau de neurones vient apprendre différents filtres qui peuvent concerner la couleur, qui peuvent concerner la texture, qui viennent finalement détecter les différentes anomalies. Et ensuite, chacun de ces filtres va détecter différentes anomalies et on vient les combiner dans un classifieur qui est aussi, lui, un réseau de neurones pour finalement faire la prédiction définitive. Et donc ça pour chaque image. Donc là, je reprends ici l'architecture du modèle qu'on a implémenté. On a une image en entrée, on a le CNN puis le classifieur. On va voir un peu ce qui se cache derrière chacun des blocs. Alors pour ce qui est du CNN, ce qu'on appelle aussi en anglais l'encodeur, c'est un réseau qui vient encoder l'information, qui vient prendre une image en entrée qui est assez complexe et de très grande taille, et qui vient en sortie sortir une série de caractéristiques qui sont faites que des chiffres, donc ça ne veut pas grandir grand-chose pour les humains, mais en réalité le réseau, lui, sait reconnaître ces caractéristiques. Donc on a pris un réseau de type ResNext. L'idée, c'est surtout de prendre un réseau qui a été pré-entraîné, c'est-à-dire que notre réseau, on lui a pas demandé de tout réapprendre depuis le début, on lui a pas demandé d'apprendre ce que c'est qu'une couleur, ce que c'est qu'une texture, ce que c'est qu'une ligne droite, c'est des angles. Tout ça, il avait déjà appris sur une base de données qui contient des millions d'images de tout et n'importe quoi. Et on a réutilisé cette information pour fine-tuner, donc pour faire un petit entraînement à la fin qui spécialise ce réseau qui était déjà pré-entraîné sur les images des dents. Et donc, le fait d'utiliser un réseau pré-entraîné, c'est une autre technique qui permet déjà un gros gain de temps. On divise, je pense, par 10 facilement le temps d'entraînement, parce que justement, on a déjà plein de choses qui sont déjà apprises. Et puis, on a au final des meilleures performances. Donc ça, c'est ce qui se cache derrière le CNN. Derrière le classifieur, là, ça paraît un peu obscur. En réalité, c'est
c'est assez simple et il n'y a pas beaucoup de couches. On a juste un réseau de neurones de type dense, donc des couches qui sont connectées entre elles. Et à la fin, on vient, avec un seul et même modèle, faire les 4 prédictions. Donc la prédiction de la maladie de la cohorte qu'on a à ce niveau-là, la prédiction du type d'amélogénésis, ensuite du gène qui est responsable, et de la variable isolée ou syndromique. Et on a fait une petite astuce aussi, on a connecté la prédiction de la maladie et la prédiction du type d'amélogénésis pour pouvoir être un peu plus robuste dans nos prédictions et faire en sorte que si le patient était sain, alors le type d'amélogénésis forcément était à 0. Donc ça c'était pour l'architecture du modèle. Kofi vous a parlé des augmentations de données qu'on a faites au début. On a vu un peu l'architecture qu'on a prise ici pour ce modèle, notamment une autre astuce, le fait de prendre un CNN qui était pré-entraîné. Tout ça sont des différentes astuces, ce qu'on appelle des tricks en anglais, et des paramètres qui ont été attunés. En réalité, on en a vu beaucoup plus. Ça, c'est juste un aperçu de tous les paramètres qu'on a implémentés, sur lesquels on a travaillé. Ce qui a pris pas mal de temps, parce que c'est des paramètres attunés, donc forcément, il faut tester plein de possibilités. On a avancé en mode essai-erreur. Donc on ne va pas passer sur tous ces paramètres, mais c'est juste pour vous donner un aperçu de la quantité de paramètres qu'il y avait au global. Et donc maintenant qu'on a un réseau de neurones qui est entraîné, donc à prédire ces différentes variables, on peut parler de l'inférence. Donc ce qu'on appelle l'inférence, c'est la prédiction. Donc pour prédire, on prend une photo que le modèle n'a jamais vue, on le fait passer à travers ce modèle, donc cette combinaison de CNN et de classifieurs, et donc on va avoir en sortie une prédiction pour chacune des variables, et donc finalement une prédiction par image. Maintenant, comme l'a dit Kofi, on a beaucoup plus d'images que de patients en général, ce qui fait qu'un patient peut avoir, on va dire en moyenne, une dizaine d'images, une dizaine de photos par exemple, et donc se pose la question, comment est-ce qu'on agrège ces prédictions à un même patient. Et donc ce qu'on a fait ici, c'est que en fait, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle surtout de photographie. En réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un premier modèle qui est spécialisé sur les photographies et un deuxième modèle qui est identique et qui, lui, est spécialisé sur les panoramiques, donc sur les radios. On a fait ça pour 2 raisons. Première raison, c'était qu'on avait déjà des meilleures performances quand on avait un premier modèle spécialisé sur l'un et un deuxième sur l'autre. Et l'autre raison aussi, c'est de voir un peu plus loin l'outil qui serait construit à partir de cette IA. Et un médecin, s'il a à sa disposition que des images, que des photos, il peut quand même utiliser notre modèle. Il n'est pas obligé d'avoir une combinaison de photos et de radios pour pouvoir travailler. Donc il peut utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et dans le cas où il utilise les 2 types d'images, ce qu'on va faire, c'est que chaque image va avoir une prédiction, aussi bien les photos que les radios, et on va agréger les probabilités de chaque prédiction pour pouvoir avoir une prédiction finale pour un patient. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va moyenner les probabilités de toutes les prédictions. Donc ça nous permet d'avoir une prédiction pour un patient, et donc on fait ça sur tout dataset de patients, et notamment les patients test, pour avoir un score final sur la plateforme. Petite astuce aussi, qui est un peu le pendant de l'augmentation qu'on a faite pour l'entraînement, mais cette fois-ci pour l'inférence, c'est ce qu'on appelle la TTA, ou la Test Time Augmentation. Donc en fait, c'est une augmentation qu'on fait mais sur l'inférence, c'est-à-dire qu'on a notre modèle qui est entraîné sur les photos, on lui donne une photo en entrée, donc là on voit c'est une seule et même photo, on fait une prédiction de cette première image brute, et on a du coup nos prédictions sous forme de probabilité. Ensuite, cette même image, on peut lui faire des transformations très simples, comme des rotations, des flips, etc. Donc des choses qui détruisent pas l'image, mais qui vont juste changer l'orientation. Et on va faire une deuxième prédiction, et on peut le faire, nous on l'a fait 3 fois, mais on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et donc ça permet au réseau ensuite de moyenner toutes ces prédictions, ce qui fait que le médecin, concrètement, quand il va prendre sa photo, que ce soit une photo prise vue d'en haut, vue d'en bas, peu importe l'inclinaison, notre modèle, lui, va sortir une prédiction qui sera toujours la même et qui sera robuste et qui sera répétable. Donc, petite information là qu'on met aussi en bas, concernant le temps d'inférence, c'était aussi un critère qui était assez important à regarder. Temps d'inférence sur GPU, donc sur carte graphique, on est aux alentours de 10 images par seconde, et sur CPU, on a fait des tests et on était aux alentours de 3 images par seconde.
Donc ce qui fait que finalement pour l'utilisation dans la vie réelle hein, d'un médecin, il peut l'utiliser sur un PC, même un PC qui n'est pas très puissant. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas le temps de prendre une gorgée de café, qu'il a déjà sa prédiction qui est prête. Donc ça, c'est pour l'inférence. Donc on a un modèle qui est entraîné, qui prédit. Et maintenant, il reste quand même un défi, qui est l'explicabilité. Donc qui est quand même un défi qui est essentiel dans le milieu médical. L'explicabilité, en fait, c'est comprendre les raisons pour lesquelles le modèle a fait cette prédiction. Et quand il s'agit d'images comme ici, c'est comprendre quelles ont été les zones de l'image qui ont été prépondérantes dans la prédiction dans la prédiction du réseau, exactement comme un médecin qui va se dire, ok, moi je pense que c'est à cause de telle et telle dent sur lesquelles je vois les anomalies que je fais mon diagnostic de cette maladie rare. Donc c'est essentiel dans le milieu médical, c'est aussi un moyen pour nous de s'assurer que notre modèle a bien appris à reconnaître des zones qui sont pertinentes. Donc on espère que les zones qui seront surlignées par ce modèle d'explicabilité seront les zones qui concerneront les dents atteintes. Et très souvent, on considère que les réseaux neurones sont des black box, qu'on ne peut pas rentrer dedans et qu'on ne peut pas comprendre comment elles fonctionnent. Ça, forcément, c'est faux. Et justement, on l'a prouvé ici, en travaillant sur l'explicabilité, avec une technique qu'on appelle GradCam. Ici, on essaye d'expliquer la cible qui est la maladie. Donc, est-ce que le patient est sain, atteint d'amélogénésis ou de dentinogénésis? Et on peut faire un premier test ensemble. Si on prend cette photo d'un patient qu'on a dans notre jeu de données, mais pour lequel on ne connaît pas la vérité, parce que le professeur Bloch-Dupont a déjà fait un diagnostic en quelques secondes, mais ce qu'on peut se dire, c'est, vu qu'on a regardé quand même pas mal les images, c'est que, notamment au niveau des dents qui sont ici, on constate une apparence qui est un peu transparente, disons, et c'est assez caractéristique d'une anomalie de la dentine et donc de la maladie rare qui s'appelle le dentinogénésis. Donc le médecin, lui, va identifier plutôt cette zone-là comme étant caractéristique de la maladie. Et donc on voudrait que notre modèle, lui, surligne cette zone-là de la photo et qu'il fasse aussi la bonne prédiction. Donc en ce qui concerne la prédiction, ce qu'on voit ici tout en haut, c'est qu'effectivement la prédiction c'était dentinogénésis imperfecta. Donc là, il a raison. Et ensuite, en ce qui concerne l'explicabilité, la zone qui est surlignée et qui explique sa décision, c'est bien la zone qu'il aurait fallu détecter. Donc ça, on peut le faire finalement pour toutes les images. On a quelques exemples ici. Je passe rapidement dessus, mais en fait, l'idée, c'est surtout de constater qu'à chaque fois qu'on a une prédiction, déjà, elle s'avère bonne dans, je crois, 98 ou 99% des cas, en tout cas pour le type de maladie. Et à chaque fois, on a bien une zone qui couvre les dents, qui est surlignée. Voilà, donc ça c'était pour l'explicabilité. Je vais rapidement en quelques secondes parler des autres pistes qui ont été explorées, parce qu'on a passé aussi beaucoup de temps à tester d'autres méthodes, notamment essayer d'isoler les dents des photos, donc enlever toute l'information qui pouvait potentiellement ne pas être utile, pour se concentrer seulement sur les dents, et ensuite faire apprendre notre modèle... entraîner notre modèle seulement sur ces photos-là. Donc ça, ce sont des approches qui n'ont pas fonctionné, qu'on n'a pas retenues, mais sur lesquelles on a passé peu de temps aussi. Donc peut-être qu'en passant plus de temps, on pourrait arriver à quelque chose de meilleur. Donc ça, c'était les techniques de masking. Là, on a des techniques de détection d'objets et de classification, avec notamment des modèles type YOLO. Donc ici, on vient détecter chaque dent, et pour chaque dent, on vient faire une prédiction. On avait aussi d'autres pistes pour essayer de compenser la qualité un peu mauvaise de certaines images, donc de le faire passer dans des réseaux de neurones qu'on appelle des GAN, des réseaux de neurones spécialisés pour augmenter la qualité des images, et essayer de prédire sur ce nouveau dataset, augmenter avec une qualité meilleure. On n'a pas donné de résultats meilleurs. Et une dernière piste qu'on a explorée, c'était la segmentation. Donc avec des modèles qui, cette fois-ci, segmentent chaque région de l'image, et notamment chaque dent. Donc ça nous a permis d'extraire chacune des dents de chacune des images. Donc on avait un dataset constitué d'uniquement de dents, on l'avait énormément. Et ensuite, d'apprendre à un modèle à détecter la maladie sur chaque photo de dents segmentées. Et ça non plus, ça n'a pas... on pensait que ça allait marcher mieux, mais finalement ça n'a pas été très pertinent. Donc voilà, on a finalement
on a finalement été 3e dans ce challenge. Et puis, on tenait à remercier déjà la professeure Doc Dupont qui est à l'initiative de ce challenge, tous les acteurs aussi qui nous ont permis de participer. Et puis, merci aussi à Equbia, et notamment à Christian qui est ici, qui dirige la BU Data IA, et qui déjà a accepté qu'on travaille sur ce challenge pendant nos heures de travail, et qui nous a même incité à travailler dessus. Donc, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Ouais, on a quelques questions en ligne. Déjà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle dans un premier temps. Non, pas de questions. Oui. Alors, pardon, juste faut prendre un micro, comme ça en ligne on peut suivre les questions également. Ouais, merci, beau travail. Je voudrais juste savoir comment vous avez travaillé ensemble en fait, comment vous avez partagé le travail. Oui, alors déjà on a travaillé avec la plateforme du coup Trusty. On avait un seul environnement pour l'équipe et donc en fait on travaillait sur des notebooks séparés et quand on avait besoin de communiquer, soit on avait un fichier texte pour partager des informations, soit on s'envoyait des mails. Et après, comment on travaillait dans le cadre du challenge pour avoir les meilleurs résultats, on se répartissait des tâches un peu différentes. Et donc, on essayait d'explorer le maximum de pistes. Il y avait certains qui essayaient d'améliorer le dataset, de générer d'autres datasets, et une autre personne qui potentiellement s'intéressait principalement au modèle, à fine-tuner certains paramètres, à faire tous les tests et à potentiellement essayer de faire des entraînements de plus en plus rapides pour pouvoir tester de plus en plus de choses. Et dès qu'on avait de nouvelles idées, on les écrivait, on se mettait d'accord sur est-ce que c'était une bonne piste pour essayer de continuer. Il n'y avait que des bonnes pistes, mais finalement, à la fin, on a pris un des résultats et voilà. Ouais, finalement, on se partageait les tâches, on travaillait un peu de notre côté et puis on se resynchronisait, on faisait ça sans cesse pour valider nos avancées. Merci beaucoup. Ah, une question là-bas. Bonjour, merci beaucoup et bravo. J'avais une question. Pour entraîner votre modèle sur toutes les données que vous aviez au préalable pour construire votre modèle, vous avez utilisé du landmarking de chaque features ou pas? Est-ce que vous avez noté sur des dents les signes cliniques caractéristiques? Ce qu'on peut faire, par exemple, quand on peut faire de l'analyse sur des visages, par exemple, on fait du landmarking semi-automatique pour faire du diagnostic sur des anomalies de la face, par exemple. Sur des dents, c'est plus compliqué parce qu'on a tout le problème de la texture. Donc, je veux savoir comment vous avez entraîné votre modèle, vu qu'il y a tellement de caractéristiques dentaires, des petits trous, des gros trous, des petites fissures, un peu jaunes, un peu moins jaunes, un peu gris, et que parfois, c'est très, très fruste les signes. J'imagine que plus c'est fruste, plus c'est difficile d'entraîner votre modèle. Donc, quelles ont été vos applications, vos dessins que vous avez faits, vos landmarks que vous avez faits sur vos photos, issus des features que vous avez extraites avec Agnès, j'imagine, pour permettre d'entraîner votre modèle? Disons qu'on n'a pas vraiment utilisé ce principe de landmarks, on n'utilisait vraiment que les données qui étaient à notre disposition, donc qui sont des données labellisées. On a un label pour chaque image, enfin 4 labels donc pour les 4 variables cibles. Mais sinon, on n'a pas fait de processing supplémentaire pour ajouter de l'information sur chaque dent. Peut-être qu'on aurait pu, après on n'est pas médecin ni dentiste, mais peut-être qu'en rajoutant de l'information experte sur chacune des dents, on aurait pu augmenter le nombre d'informations qu'on avait en entrée et donc avoir un entraînement un peu plus spécialisé. Là, on a simplement, entre guillemets, pris chacune des images, juste les données qu'on avait. On n'a pas rajouté de l'information sur ici il y a une fissure, etc. En fait, on s'attendait à ce que le modèle l'apprenne de lui-même automatiquement, sans qu'on ait à lui préciser. Ça veut dire que même si les signes cliniques ne sont pas très forts, votre modèle il est capable de le reconnaître, de reconnaître la pathologie? Parce que si c'est très fort, l'enjeu diagnostique, c'est quand c'est pas clair. Est-ce que quand les signes sont faibles, votre modèle les reconnaît quand même? Je pense que c'est là où le next step, ce serait justement de travailler avec des médecins pour utiliser le modèle et voir concrètement en vie réelle le gap qu'on pourrait avoir entre la performance du modèle et l'apport d'un médecin. Maintenant, le modèle, forcément, on a vu qu'il était très bon sur beaucoup de critères. Il n'est pas parfait. Et donc, effectivement, sur des cas qui sont douteux pour un médecin, on pense aussi que le modèle va avoir des probabilités qui vont être assez moyennes. Maintenant, il faudrait, je pense, faire
faire des allers-retours avec des médecins pour comprendre dans quel cas est-ce que le modèle se trompe, est-ce que justement on est dans des cas, comme vous dites, un peu douteux. Je pense que c'est ça. Pour répondre à votre question, vous avez dit, enfin, c'est vrai, les dents c'est assez difficile, c'est pas comme un visage où on peut voir facilement des marques. Du coup, pour pallier à ces problèmes-là, on fait de la data augmentation. Et donc, plus on aurait d'images avec des cas un petit peu où on ne sait pas trop, plus ça améliorera le résultat du modèle. Et il faut savoir aussi que pour les maladies, par exemple, on a un pourcentage de score sur est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est malade. Et donc, en fait, on peut toujours affiner ce pourcentage pour savoir où est-ce qu'on met la barrière pour décider qu'un individu est malade. Et ça, quand on n'est pas sûr, finalement, on peut toujours voir avec des personnes, des spécialistes du sujet, et pour savoir où est-ce qu'on met la barrière. Il y a des choses à améliorer. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions en ligne. On va peut-être pas pouvoir toutes les prendre puisque le temps court. Alors, on vous demande, est-ce possible de vérifier que l'augmentation de données telle que vous l'avez faite n'introduit pas de surapprentissage? Alors justement, j'ai tendance à dire que l'augmentation de données permet de réduire le risque de surapprentissage. Justement, le réseau, enfin, chaque image qui arrive en entrée n'est pas donc vue directement par le réseau de neurones, mais elle passe à travers une pipeline, une série d'augmentations, avec on a peut-être une vingtaine d'augmentations possibles, chacune ayant une probabilité d'apparition. Donc finalement, l'image, le réseau de neurones voit que des images qui sont différentes à chaque fois. Donc justement, ça lui permet de mieux généraliser. Et on a fait des tests en rajoutant des augmentations et des augmentations un peu plus dures à chaque fois. On avait même des augmentations qui carrément enlevaient des parties des images ou rajoutaient des effets qui détruisaient un peu l'image. On a remarqué que ça a augmenté la performance jusqu'à un certain seuil, ou rajouter des augmentations, ça n'a pas trop d'apport. Mais en tout cas, non, ça a plutôt l'effet inverse, hein, ça contre l'overfitting, ou en tout cas ça le ralentit. Du fait qu'on ait peu d'images, toujours la même chose, du fait qu'on ait peu d'images pour contrer l'overfitting, il n'y a pas d'autre choix que de faire de la data augmentation. C'est vrai qu'on n'a pas forcément montré d'exemple, mais on avait des exemples avec des images où il y avait des gros carrés noirs au milieu, où on retirait de l'information pour forcer le modèle justement à généraliser sur d'autres données. Après, voilà, c'est une technique intéressante, mais c'est pas non plus magique. Ça ralentit juste l'overfitting, ça le prévient pas complètement. Très bien, merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Donc, est-ce que les radios ont été exploitées de la même manière que les photographies? Alors, au début, on s'est vraiment lancé que sur les photos, parce qu'il y avait beaucoup de photos. On s'est dit que c'était là où il y avait vraiment le plus à gagner. Et après, sur la deuxième partie du challenge, on s'est intéressé aux radiographies et on a appliqué le même principe sur les photos, sur les radios, mais dans deux modèles différents. C'est ça, ouais. D'ailleurs, on a fait des tests, on a remarqué que le CNN qu'on a pris pour les photos n'était pas forcément le plus performant sur les radios, notamment parce que sur les radios, en fait, on a très peu d'images, et donc on a pris un modèle de CNN qui apparemment généralise mieux sur des datasets très limités. Et après, on s'est posé aussi la question pendant plusieurs jours de comment est-ce qu'on agrégeait les prédictions qu'on faisait sur les photos et sur les radios. Donc on a fait beaucoup de tests, on vous a présenté la méthode d'agrégation qu'on a retenue finalement, mais voilà, c'était pas si simple. Très bien, merci beaucoup, merci pour votre présentation. Alors on va poursuivre maintenant avec l'équipe deuxième du classement, donc l'équipe EUSBM. Je vais donc accueillir Johan Pelé, Albert Saporta et Bertrand de Mulder qui vont nous présenter leur approche. Voilà, vous avez la télécommande, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc moi je suis Bertrand de Mulder, je suis le directeur scientifique de l'association. Johan et Albert sont là pour répondre aux questions plus tard s'il y en a auxquelles je ne pourrai pas forcément répondre. Alors, je vais passer rapidement ici. On en a déjà parlé. L'amélogénèse, c'est une maladie de l'émail génétique. On a différents types de maladies, les 4 qui sont indiqués ici, l'hypoplasie, l'hypomature, l'hypocalcifié et le taurodontisme. Et on avait aussi la maladie d'antinogénèse dans notre jeu de données. C'est des maladies liées à des mutations génétiques héréditaires avec certains gènes identifiés. J'ai mis une liste ici et cette liste est différente entre l'amélogénèse et la dentinogénèse. Pardon. Et j'en viens au challenge. Donc, le challenge a été ouvert en avril, fermé en juillet. L'idée, c'était de développer un algorithme de deep learning capable d'utiliser uniquement des images pour identifier la maladie présente chez le patient. Donc, il y avait 4 tâches.
détecter la présence ou l'absence de la maladie et de quelle maladie, détecter les symptômes qui étaient présents, il peut y avoir plusieurs symptômes dans la même image, essayer de détecter quel gène est présent ou principalement responsable de la maladie, et si cette maladie, si ce patient a un syndrome ou si c'est une maladie isolée. Alors, il y avait des contraintes, donc l'algorithme devait être entraîné en moins de 6 heures et devait être capable d'inférer une nouvelle image en moins d'1 minute. Et il devait aussi fournir des valeurs explicatives pour montrer comment il prenait ses décisions. Alors, les données, on avait un exemple de à quoi ressemble le jeu de données clinique et le type de, les différents types de maladies qu'on avait avec les chiffres. Donc, on a 46 patients de type 1, 46 de type 2, 16 de type 3, 7 de type 4, 30 patients qui avaient la dentinogénèse imparfaite et 109 patients contrôle. On avait plusieurs images par patient avec un nombre variable. On avait des radios et des photos. Et donc c'est des radiographies panoramiques et des photographies couleur. On a fait une première approche pour vérifier quelles données on avait. Donc à gauche, c'est le nombre de patients qu'on a avec les différents gènes qui ont été identifiés dans le jeu de données. On remarque qu'il y a certains gènes qui sont beaucoup plus présents que les autres. Et on a aussi la correspondance entre les différentes maladies et le statut syndromique ou isolé. Sur base de ça, nous, on a pris quelques décisions que je vais montrer juste après. Il y avait le deuxième jeu de données pour l'évaluation. Donc là, on a 110 patients dans le jeu de données pour l'évaluation publique, avec un total de 757 images. Donc, en entrée, nous, on a la table du dessus. On s'attend à prédire la table du dessous, donc de remplir les colonnes, de quelle cohorte, de quel type, quel est le gène responsable et est-ce que c'est une maladie isolée ou syndromique. On avait aussi un autre jeu de données inconnu, caché, pour l'évaluation privée, qui était l'évaluation finale. Et voilà. Alors, les choix qu'on a fait, nous, quand on a regardé les données, on a d'abord identifié que les patients pour lesquels on n'avait pas d'information génétique, ça pouvait dire deux choses. Soit il n'y avait pas de gène qui avait été identifié, ou alors le test n'avait pas été fait. Donc on a réagi à ça. On a aussi vu que les fréquences des gènes qui étaient présents étaient très différentes. On a du coup décidé de se limiter aux 5 gènes les plus fréquents, qui sont listés ici en dessous, donc MMP20, FAM83H et FAM20A, AMELX et NAM, et tous les autres, on les a imputés à non. On a aussi remarqué qu'il y avait une grosse imbalance dans le type d'amélogénèse imparfaite, donc on s'est tout de suite dit qu'on devait faire de l'augmentation de données, et on a testé si on devait mettre plus de poids sur l'augmentation de données pour le type 4, et pour le rendre plus facile à détecter par rapport aux autres. Et au final, on a testé plusieurs combinaisons et on a décidé de garder les mêmes fréquences que ce qu'il y a dans le jeu de données de test. Alors, le data processing, on a d'abord commencé par rendre les données numériques pour que le programme puisse les comprendre. Donc, on a transformé les données texte en données 0 ou 1. On a redimensionné toutes les images à 400 par 400 pixels. On les a transformées, donc les radiographies noir et blanc, on les a artificiellement rendues en couleur. Donc on a repris la valeur de l'image de chaque pixel en valeur de niveau de gris et on l'a recopié sur les 3 channels rouge, jaune et bleu. Et on a normalisé ces intensités pour chaque channel entre 0 et 1. Ensuite, on a fait l'augmentation de manière à créer du bruit ou une rotation horizontale. Une rotation horizontale. Et après, on a séparé notre jeu de données en un entraînement et un jeu de données de validation interne, suivant les chiffres que vous voyez ici en bas. Donc on a 90% du jeu de données original et 80% du jeu de données augmenté qui sont rentrés dans le training, et les 10 et 20% restants dans la validation interne. Ensuite, le choix du modèle. On a testé 2 modèles principalement, ResNet et EfficientNet. Et notre choix final, après beaucoup de tests, est tombé sur EfficientNet V2L, qui se trouve ici dans le graphe. Alors c'est le modèle qu'on a choisi qui était le plus performant, mais qui restait dans les limites techniques imposées par la plateforme. Donc il permettait de faire l'apprentissage en moins de 6 heures et ainsi de suite. Par simplicité, on a adapté le modèle en ajoutant 4 têtes de prédiction totalement connectées. Donc le modèle ResNet, EfficientNet de base, mais ResNet c'est pareil,
fait tout son travail et fournit une prédiction. Nous, on a décidé de lui demander de faire 4 prédictions, une pour la cohorte, une pour le type d'amélogénèse, une pour le gène et une pour le statut isolé ou syndromique. Et ensuite, on met ces informations ensemble pour la prédiction finale. On a choisi une fonction coût, donc ça c'est une partie essentielle pour évaluer les performances du modèle, en calculant la différence entre la prédiction que le modèle fait et la vérité qu'on a dans le jeu de données d'entraînement. L'optimisation du modèle, c'est de minimiser la fonction coût à travers toutes ces classes. Pour ça, on a choisi la fonction cross-entropie, où on calcule une valeur pour chacune des prédictions, chacune des têtes qu'on a définies, et ensuite on fait une moyenne arithmétique pour avoir la globale cross-entropie. Pareil, ici on a fait plein de tests pour savoir s'il fallait mettre des poids différents en fonction des classes, et au final on s'est rendu compte que ça n'avait pas beaucoup d'importance dans la performance du modèle. La métrique de performance, utilisée pour calculer le meilleur modèle à travers toutes les combinaisons de paramètres qu'on a utilisées, c'est le score F1. Donc c'est un score unique qui permet de prendre en compte le taux de faux positifs et de faux négatifs et de minimiser les deux. Et ça permet de ne pas être trop biaisé par le déséquilibre des classes existantes dans le jeu de données. Par exemple, on a 7 patients avec le taurodontisme dans le jeu de données d'entraînement. Si on voulait pouvoir représenter fidèlement les performances aussi dans cette classe et pas qu'elles soient noyées dans une moyenne qui serait tirée par les autres classes. Il y a plus de détails bien sûr là-dedans, on peut répondre à d'autres questions. Ensuite, on a l'explicabilité. On a utilisé la méthode CAM qui est similaire à ce qu'on a vu juste avant. Donc pareil, on a les images prédites à gauche et en rouge là où l'algorithme regarde pour établir son diagnostic. Alors c'est un échantillon de 3 images parmi les 700 qu'on a identifiées, mais on peut faire tourner cet algorithme en moins d'1 minute pour montrer dans chaque image où est-ce qu'il regarde. Notre meilleur modèle, on l'a choisi sur base de à la fois la meilleure globale cross-entropie et le meilleur global F1. Donc pour voir ici, la ligne bleue représente la valeur sur le jeu de training, et la ligne orange sur la validation interne. On se rend compte que le modèle a un comportement bénéfique, donc la globale cross-entropie diminue avec le nombre d'époques et le score F1 augmente de manière presque symétrique. On voit qu'il y a peu de différence entre les performances sur le training et sur la validation. Ça nous indique que le modèle n'est pas très overfité, même s'il y a une légère différence, mais c'est quasiment impossible de faire un modèle qui n'est pas un petit peu overfité. Et ça permet aussi de savoir à quel moment on peut arrêter le calcul du modèle, puisqu'on arrive sur un effet plateau à peu près à l'époque 12 ou 13. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a arrêté les prédictions. Ce choix de modèle nous a permis d'avoir un score de 0,73 en arrondissant sur le jeu de données public et de 0,84 sur le score sur le jeu de données test privé. Donc, qui nous a permis de finir premier pour la partie purement mathématique et deuxième sur le score final. Alors nous, donc on est l'association EISBM, l'Institut européen pour la biologie et la médecine systémique. On a été créé en 2017 à Lyon, en France, comme une suite d'un labo CNRS. On est spécialisé dans la recherche médicale, l'utilisation des technologies de pointe pour la recherche scientifique et pour l'amélioration de la prise en charge des maladies. On fait du management de l'analyse de données, on a l'approche systémique, l'intelligence artificielle et la partie de l'équipe qui a participé au challenge. Donc il y a Johan qui est notre directeur de l'ingénierie, moi qui suis directeur de la recherche et Albert qui est le chercheur en intelligence artificielle qui a été à l'origine de beaucoup des travaux qu'on a ici. Merci de votre attention et je répondrai à toutes les questions. Merci beaucoup, merci pour votre présentation. On va passer aux questions. S'il y en a, est-ce qu'il y a des questions au niveau de la salle en présentiel? Non, pas de questions. Bonne chose ou une très mauvaise chose, on ne sait jamais. En ligne, on n'a pas de questions non plus pour l'instant. Si c'est bon pour tout le monde et qu'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir enchaîner. Je vais juste rajouter, si vous avez des nouvelles questions qui vous arrivent après la présentation, il y a notre adresse email ici, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer du coup à la dernière séquence avec donc l'équipe première au classement de ce Data Challenge, la team PowerDan, donc qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui sont présents en ligne. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Il y avait
une diapo qui présentait l'équipe, mais on pourra la remettre tout à l'heure. Bienvenue. Est-ce que vous nous entendez bien, Karim? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Bon, je vous laisse la parole alors. Partage l'écran alors. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Karim Tout. Je suis le Head of AI dans une boîte qui s'appelle Okudo. Alors, je suis représentant de l'équipe PowerDent pour présenter notre solution au challenge DiagoDent. Alors, durant cette présentation, je ne vais pas introduire, je vais répéter un petit peu ce que mes collègues dans d'autres équipes ont présenté déjà. Là, on va passer directement à l'exploration des données. Et durant cette présentation, je vais me concentrer uniquement sur les choix techniques qu'on a fait et justifier un petit peu ces choix techniques suivant les conclusions qu'on a obtenues durant la phase d'exploration des données. Alors, on commence éventuellement par les entrées et les sorties de notre système. Alors, les entrées, on a des photos couleurs et photos X-ray panoramiques. Et en sortie, on a 4 variables cibles qu'il faut prédire. Alors, cohorte avec 3 classes indépendantes. Alors, on a le type de AI avec 5 classes, le gène responsable avec 25 classes différentes. Et on a le dernière valeur cible, c'est est-ce que c'est isolé ou bien syndromique, avec 3 classes indépendantes. Alors, la première conclusion qu'on a eue durant cette phase d'exploration des données, c'est que en total, si on souhaite développer un seul modèle pour prédire toutes les combinaisons, on a en total 34 combinaisons uniques de cibles. Alors, ce qui est déjà important comme nombre de classes. En même temps, on a un grand déséquilibre entre les différentes combinaisons. Et on sait tous que le déséquilibre pour un apprentissage supervisé, alors il va introduire des biais au système. Et c'est vraiment très difficile à entraîner un système correctement avec un tel déséquilibre. Et bien sûr, il y a des techniques pour réduire l'effet de déséquilibre, mais ces techniques restent limitées, surtout avec la quantité limitée des données et des images qu'on a. En même temps, on a remarqué que pour les cohortes normales et DI, alors si le premier modèle prédit normal ou bien DI, les 3 autres valeurs variables cibles sont prédéfinies. Alors vraiment, c'est seulement dans le cas où on a une AI où on a besoin d'explorer ou bien de prédire les autres variables cibles. C'est pour cela qu'on a choisi de développer, de diviser la prédiction en 3 modèles indépendants au lieu d'avoir un seul modèle. Alors, les 3 modèles visent à prédire les 3 premières valeurs cibles, à l'exception du gène responsable. Je parlerai du gène responsable dans le slide suivant. L'objectif là, c'est un petit peu de réduire cet effet de déséquilibre. On a toujours un déséquilibre avec les 3 modèles, mais c'est beaucoup moins que le déséquilibre si on souhaite développer un seul modèle. On estime aussi qu'on va pouvoir améliorer la précision globale des prédictions en ayant un modèle spécifique pour chaque pour chaque variable cible. Et en même temps, d'un point de vue pratique, on estime que pour un dentiste, avoir la possibilité de lancer un seul modèle pour une valeur cible spécifique, ça pourra avoir un grand intérêt pour les dentistes éventuellement, au lieu d'avoir un modèle qui prédit tout. En même temps, l'aspect explicabilité, interprétabilité des résultats ou bien des prédictions du modèle. Alors, les autres équipes, ils ont discuté un petit peu sur ça. C'est que c'est très important d'avoir la possibilité d'expliquer ou bien d'interpréter la prédiction des modèles. Avoir un modèle qui prédit les 4 valeurs cibles avec une indication pourquoi il a pris cette décision. On n'est pas sûr pourquoi la décision elle est reliée à chaque cible, à quelle cible spécifiquement. Mais en ayant un modèle par cible, l'explicabilité et l'interprétabilité du modèle sera beaucoup plus facile. On sait directement, dès qu'on regarde les GradCam, les autres équipes ont mentionné, où on a le heatmap, on sait où le modèle s'est concentré pour prendre sa décision. On sait exactement c'est quelle valeur cible qui lui a poussé le modèle à regarder dans cette zone dans l'image. Alors, pour le gène responsable, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est la variable la plus difficile, car on a en gros, en total, 25 classes différentes. Sur ces 25 classes, la majorité des images, c'était classé non, aucun. Alors, aucun, comme l'autre équipe, ils ont mentionné, c'est que, alors, soit le test génétique n'a pas été effectué, ou bien il a été effectué, mais on n'avait pas, c'était pas conclusif. D'autre part, les autres images, les autres classes, alors les 24 classes, on a des images distribuées avec un grand déséquilibre
Et pareil, la quantité d'images par classe, elle est très faible. Ce qui limite un petit peu le développement d'une approche ou bien d'un apprentissage supervisé sur toutes les valeurs du gène responsable. Alors, par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on a une corrélation entre les valeurs cibles. Cela veut dire que si on arrive à prédire correctement le type de AI et est-ce que c'est syndromique ou isolé, à partir des combinaisons d'une étude statistique, purement statistique, sans modèle de prédiction, on pourra déduire la valeur ou bien la classe du gène responsable. Sauf dans un cas particulier où on a le type de AI, c'est hypoplastique et c'est isolé. Uniquement dans ce cas, l'analyse statistique pure n'était pas conclusive et on avait un choix entre, si je me souviens bien, 4 gènes différents, gènes responsables. C'est pour cela qu'on a décidé de développer un modèle de prédiction supplémentaire uniquement pour ce cas spécifique. Alors, le workflow entier de notre solution, c'est qu'on a une image en entrée, que ce soit photo, couleur ou bien X-ray. Une petite remarque que notre modèle, on n'a pas des modèles dédiés photo et un autre modèle dédié X-ray. Les 4 modèles développés, il accepte en entrée soit une image RGB, photo, couleur, ou bien une image X-ray. Alors, on passe premièrement par le modèle de cohorte pour identifier si c'est normal ou bien DI, on s'arrête là. On n'a plus besoin d'avancer dans la prédiction. On peut identifier directement les valeurs cibles des variables supplémentaires. Dès qu'on a AI, dans ce cas, on a 2 modèles qui seront lancés en même temps, en parallèle. Alors, l'avantage là, c'est que l'apprentissage de ces modèles pourra se faire en parallèle et même la prédiction à ce niveau-là pourra se faire en parallèle. Alors, on va lancer la prédiction sur le type de AI et est-ce que c'est isolé syndromique. Dans le cas particulier où on a dit qu'on a mentionné, on a un hypoplastic isolated, on a un modèle supplémentaire pour définir le gène responsable. Dans tout autre cas, c'est purement une analyse statistique qui permet d'identifier éventuellement c'est quoi le gène responsable avec une vraiment haute précision. Dans certains cas, pour certaines combinaisons, on sait exactement lequel, et dans d'autres combinaisons, on a vraiment une majorité pour définir le gène responsable. Alors, pour entraîner les réseaux correctement avec la quantité d'images, comme les autres équipes ont mentionné, bien sûr, on était obligé d'utiliser des augmentations de données. Alors, en total, on a développé, alors je passe directement aux augmentations de données, je reviens sur ça. On a développé de manière générale 10 augmentations de données qu'on a implémentées dans la phase d'apprentissage, qui sont appliquées aléatoirement. Alors, changement de luminosité, contraste, correction gamma, des effets miroirs, zoom in, zoom out, ainsi de suite. Parmi lesquels, on a aussi ce qu'on appelle le cut-out, où on vient introduire des zones masquées dans les images. C'est un petit peu pour simuler, même si c'est pas très réalistique, mais pour simuler des occlusions sur l'image. Et ça rend un petit peu le modèle beaucoup plus robuste, éventuellement durant la phase d'apprentissage. Une petite remarque sur l'aspect overfitting, c'est que, en gros, l'overfitting, la cause principale, c'est un écart entre la complexité du modèle et la complexité de la base d'image. Et éventuellement, l'overfitting arrive quand on a un modèle qui est beaucoup plus complexe que la base d'image sur laquelle il a été entraîné. Alors, on a 2 choix, soit de réduire la complexité du modèle. On a des techniques comme le dropout ou d'autres à utiliser, ce qu'on a aussi appliqué. Et en même temps, on peut ajouter la complexité de la base d'image elle-même. Alors, l'objectif, c'est de réduire l'écart. Alors, soit on réduit la complexité du modèle, soit on augmente la complexité de la base d'image en utilisant les augmentations de données. Alors, ces 2 stratégies, ils peuvent aider à réduire ou bien même à éliminer, même si on n'arrive pas à 100%, à éliminer l'aspect overfitting. Alors, ça, c'est concernant les augmentations de données. Alors, éventuellement, pour le modèle de prédiction, on a utilisé les réseaux convolutionnels. Alors, je reviens sur les slides précédents. Un modèle type de réseau convolutionnel, c'est le suivant. Alors, on a des couches de convolution avec d'autres types de couches. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, on a une phase de couche de convolution. C'est des filtres qui s'appliquent sur l'image pour extraire des caractéristiques, des features de cette image. Et ensuite, on a une partie, ce qu'on appelle le fully connected, pour faire la classification à partir de ces features ou bien caractéristiques qu'on a arrivé à extraire de l'image. Alors, le modèle CNN fonctionne similaire à la humaine. Alors, ils ont essayé de simuler les scientifiques de la même manière. C'est qu'on a une image globale, mais on n'arrive pas à identifier
toutes les zones d'intérêt dans l'image directement. Alors, on va commencer à déconstruire cette image en petites zones, ainsi de suite, jusqu'à arriver à vraiment inspecter des zones très locales, des formes géométriques très basiques. Alors, on parle là de couleurs, des bords, des coins, ainsi de suite. Et c'est ça un petit peu les couches, ce qu'on appelle le low-level feature. Alors, les niveaux bas de caractéristiques, les caractéristiques basiques, classiques. Et en avançant dans les couches du réseau de neurones, on arrive à avoir une vue globale du modèle, ou bien de l'image qu'on essaye de prédire dessus. Alors, c'est pour cela, pour cette raison spécifique, on a utilisé une architecture particulière qui s'appelle le DenseNet. DenseNet, la version 121, il y a plusieurs versions de DenseNet. DenseNet 121, c'est la plus petite. En fait, DenseNet, elle a une architecture un petit peu particulière, c'est qu'on a une concaténation des premières couches avec les couches suivantes. Et comme on a dit, c'est que les premières couches, ils vont extraire les caractéristiques basiques de bas niveau. On parle vraiment de couleurs, formes géométriques basiques, ainsi de suite. En avançant dans le réseau, on va passer à des caractéristiques plus globales. Mais l'avantage là, c'est qu'on conserve toujours l'accès avec cet aspect concaténation aux features locales. Et ça, c'est très important car pour ce cas spécifique dans notre étude, la couleur, c'est une caractéristique très importante. La forme géométrique, les bords, les coins, ainsi de suite. C'est des formes géométriques, c'est des informations très importantes pour identifier les 4 cibles qu'on est en train d'étudier. Et éventuellement, on n'a pas entraîné de zéro, ou bien avec initialisation aléatoire des poids, mais bien sûr avec du transfer learning, car éventuellement, les premières couches d'un réseau de neurones qui extrait les caractéristiques locales ou bien basiques, low level, sont communs entre plusieurs architectures ou bien même plusieurs bases de données. Alors, un réseau entraîné sur ImageNet, il a déjà des connaissances. On peut bénéficier de ces connaissances pour ne pas commencer de zéro. Et déjà, la quantité d'images qu'on a n'est pas suffisante vraiment pour apprendre toutes les caractéristiques basiques de couleurs, de formes géométriques, ainsi de suite. Un réseau entraîné sur ImageNet, qui est une base d'images de plus que 12 millions d'images, elle est capable à identifier toutes ces caractéristiques basiques et en se basant sur ces connaissances, avancer un petit peu pour se spécialiser sur le cas spécifique qu'on a sur l'analyse des données. Et comme on a mentionné, chaque modèle a été entraîné sur les images couleurs et extraits en même temps. Car éventuellement, durant la phase d'exploration des données, on a remarqué que pour certains patients, on a uniquement des images couleurs ou bien uniquement des images extraits. On voulait que notre modèle soit adapté dans les deux cas. Alors, pour le modèle du type d'AI, on a fait un choix un petit peu particulier. C'est qu'on n'a pas choisi le loss function ou bien la fonction de perte enfin. On l'a pas choisi de manière exclusive. C'est pas une déjà c'est pas une classification, ce qu'on appelle categorical, où le modèle prédit une valeur ou bien une classe majoritaire et avec les autres classes où la somme des prédictions elle est 1. Mais plutôt on a choisi de faire une classification binaire par classe. Alors l'objectif là, c'est que le modèle il est capable de prédire plusieurs classes en même temps. On a estimé que le type d'AI, en regardant les images, en lisant un petit peu sur Internet plus d'informations sur la thématique, on a remarqué que le type d'AI n'est pas facile à identifier. Même, on estime, on n'est pas du domaine, mais on estime même pour les experts, pour les dentistes, c'est un petit peu difficile à séparer les différents types d'AI. C'est pour cela qu'on a proposé ce système, ce modèle, non pas comme un prédicteur, mais plutôt comme un assistant pour le médecin. Alors, le modèle, il va sortir en sortie une liste, la liste des classes avec des scores de prédiction. Il pourra prédire 2 types AI avec 90% de scores de prédiction en même temps. Alors, ça sera un assistant pour le médecin. Le médecin, il va prendre la décision en se basant sur la sortie de ce réseau. Il ne va pas prendre la classe majoritaire uniquement. Alors, ce même concept, par la suite, on l'a appliqué aussi sur le syndromique isolé et le gène responsable pour ces 2 modèles. Pour les résultats assez rapidement, alors le premier modèle qui a été entraîné uniquement sur le cohorte, il fonctionne presque parfaitement. Alors pareil, là c'est sur la base de validation qu'on a. On a divisé nos images 80% pour l'apprentissage, pour l'entraînement des modèles, et 20% pour la validation. Alors c'est bien les 20%, c'est des images que le modèle n'a pas vues durant la phase d'apprentissage, bien sûr. Alors on remarque sur les 20% restantes, le modèle il a une prédiction presque parfaite, seulement une image normale prédite comme AI. Sinon, tout fonctionne très bien. Alors, n'oublions pas qu'avec ce modèle-là, si le modèle prédit normal ou bien prédit DI, on s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller plus loin.
sauf dans le cas où on a AI. On passe au type d'AI. Alors là, par contre, comme on a mentionné, c'est un petit peu plus difficile de prédire le type d'AI. Alors, on voit un petit peu plus d'erreurs de prédiction, mais éventuellement, pareil, les performances du modèle sont très bonnes avec la quantité d'images qu'on a, limitée. Par la suite, on a l'autre système ou bien l'autre modèle qui est appliqué en inférence en parallèle. Est-ce que c'est isolé syndromique? Pareil, les performances sont très bonnes avec la quantité d'images. Et éventuellement, le dernier modèle, c'est limité uniquement sur les 4 gènes qu'on a remarqués dans le cas spécifique hypoplastique et isolé. Et là, pareil, le modèle, il fonctionne très bien avec une seule erreur avec les gènes. Une note finale qu'il faut mentionner dans ce dernier slide, c'est que inclure la classe non, à notre avis, il fallait pas le faire éventuellement. Alors, pour expliquer, pour résumer un petit peu, c'est que les images labellisées comme non, alors supposons qu'une image, elle est labellisée que le gène responsable, c'est non, c'est aucun. En fait, cette image pourrait pas peut-être appartenir à une vraie classe, à une autre classe sur laquelle on entraîne le réseau. C'est-à-dire, si on ajoute une classe indépendante qui s'appelle aucun ou non, durant la phase d'apprentissage, on apprend le réseau, on entraîne le réseau sur le fait que cette image, qui peut-être appartient à la classe, je ne sais pas, un autre gène responsable, que non, c'est une image qui appartient à une classe aucun, à une classe distincte. Alors, ça introduit une confusion pour le modèle, un biais pour le modèle. Et on suppose que c'est pas pratique d'ajouter cette classe-là durant la phase d'apprentissage. Mais éventuellement, on a posé la question durant le challenge aux organisateurs et on s'est rendu compte que la classe non, elle est inclue dans la base d'images de test pour juger les performances des lauréats, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on a décidé de l'ajouter, car sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, on a décidé d'ajouter cette classe non, mais éventuellement, d'un point de vue pratique, il fallait plutôt de faire une étude non supervisée sur les images classées non pour essayer d'identifier des similarités, des corrélations entre les images classées non et d'autres classes connues dans la base d'images. Et c'est tout pour nous. Merci bien. Merci beaucoup Karim pour votre intervention. On a quelques questions dans le chat en ligne. Alors on demande, est-ce que dans le test set, dans le set d'entraînement, est-ce qu'il y avait des images qui n'appartenaient à aucun type de cohorte? Et si oui, comment est-ce que les modèles les ont classées? Non. Alors, dans la base d'images qu'on avait, il n'y avait aucune image qui n'appartenait à aucun cohorte. Alors, on avait 3 cohortes. Toutes les images appartenaient au moins à un cohorte. Alors, pas au moins. C'était même une classification exclusive. Alors, chaque image, elle avait un seul cohorte associé. Dans le cas même du type de AI, pareil, on avait une exclusivité. C'est-à-dire, on n'avait pas la classe non dans le type de AI. Dès que c'est AI, alors on avait la classe non, mais dès que le type AI c'est classe non, on sait que l'image elle est soit normale, soit DI. C'est pas AI. Mais dès que l'image elle est AI, on a 4 classes cohortes bien identifiées. C'est uniquement dans les valeurs cibles, dans les variables cibles, gènes responsables et isolé syndromique, qu'on avait cette classe non ou aucun, qui, comme on a expliqué, pourra introduire une confusion durant la phase d'apprentissage. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question un peu plus généraliste. Quelle a été ou quelles ont été les principales difficultés que vous avez dû surmonter et que vous avez rencontrées à l'occasion de ce Data Challenge? Alors, comme vous avez vu, on a passé presque, disons, 80% de notre temps dans ce challenge sur l'exploration des données. Car dès le début, on a remarqué ce grand déséquilibre. La quantité d'images, elle est un petit peu limitée. Alors, bien sûr, quand on parle de quantité d'images limitée avec un cas d'étude qui est déjà très difficile, on suppose que les modèles supervisés vont trouver beaucoup de difficultés à identifier des caractéristiques suffisamment pertinentes pour pouvoir classifier correctement les images. C'est pour cela qu'on a introduit énormément d'augmentation de données. On a introduit beaucoup de petites modifications de paramètres, optimisation d'hyperparamètres pour pouvoir entraîner des réseaux sans overfitting. Et là, c'est pareil, c'était un grand challenge. Éventuellement, la classe aucun. Pour nous, de nouveau, ça introduit un biais pour le système et en même temps, on ne pouvait pas la supprimer car dans la phase de test, on est obligé de l'inclure.
Bien, merci beaucoup pour votre réponse. On a des questions dans la salle aussi. Naama, ouais, je te laisse prendre un micro. Bravo encore à vous. Une question simple. Je pense que vous aviez un dentiste dans l'équipe, en plus des Oui. data scientists. Ma question, il était quelle était la contribution des dentistes par rapport à vous, data scientists? Oui, alors déjà, les organisateurs du challenge, ils ont fourni un fichier PDF en expliquant les différents corps, les différents types AI, ainsi de suite, avec des exemples, avec des images, ainsi de suite. Mais quand on est passé sur l'exploration des données, en visualisation des images, on n'arrive pas éventuellement, en se basant sur ce fichier PDF seul, à identifier nous-mêmes visuellement les différents features. Alors, la participation du dentiste qu'on avait dans l'équipe, c'est qu'il nous a aidé un petit peu à mieux comprendre pour certains cas, ce qu'on appelle les outliers ou bien cas edge, à identifier pourquoi, par exemple, cette image a été classée telle ou telle, à identifier un petit peu les features, les caractéristiques qui ont aidé à cette classification, ainsi de suite. Pareil, même dentiste dans notre équipe a trouvé des difficultés parfois à identifier le type de IA, de AI dans une image ou une autre image, mais éventuellement, c'était avantageux pour nous pour mieux comprendre c'est quoi les features correspondant à chaque type AI. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, Merci. Juste une question de détail, mais qui s'adresse à l'ensemble des équipes. Moi, je trouve ça super que vous ayez été obligé de faire un rendu pour dire, tiens, là, il y a une zone qui est vraiment pas normale sur ces images. Et comment ça se passe si par hasard, c'est une image considérée comme normale? C'est tout noir? Alors, pareil. Alors, éventuellement, si l'image elle est classifiée comme normale, on va remarquer que le heatmap, il sera plutôt distribué à la totalité de l'image. Alors, on va remarquer qu'il ne va pas se concentrer sur, par exemple, une dent ou bien une zone de l'image, mais plutôt, on va remarquer que c'est plutôt diffusé. Le heatmap, il n'y a pas une zone rouge spécifique, mais plutôt diffusé sur la totalité de l'image. Je pense que les autres équipes n'ont pas présenté ces images car ils ne sont pas vraiment d'intérêt. Mais éventuellement, quand on a du normal, le modèle, il a scanné toute la bouche, tous les dents, pour identifier que c'est normal. C'est pour cela que le heatmap sera plutôt diffusé dans l'image. super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions sur place ou en ligne? Pas d'autres questions en ligne? Très bien. Bah alors, merci beaucoup, Karim, pour Merci votre bien. présentation. C'était un plaisir de vous écouter et merci à toutes les équipes. Alors, si je me permets de vous demander peut-être de présenter l'équipe, car j'ai pas ajouté ce slide. Oui, alors, juste si on peut se remettre sur la diapositive. Voilà, on a la diapositive avec toute votre équipe. Si vous voulez la commenter, Karim, n'hésitez pas. Ah oui, mais assez rapidement. Alors, notre équipe, on est majoritairement des enseignants-chercheurs, moi et sa mère. Alors, moi, je suis responsable IA chez Okudo. J'interviens comme consultant IA auprès de ces teams, une boîte en France. Et je suis professeur invité à l'UFAS, l'Université franco-azerbaïdjanienne, qui fait partie de l'Université de Strasbourg. Samer, il est professeur associé à l'UFAS, il est le responsable master sciences des données et intelligence artificielle. Hanin, qui était la dentiste dans notre équipe, intéressé par les technologies IA. Et Émile, il était en fait toute notre participation, la raison de notre participation dans ce challenge, c'est qu'on avait déjà travaillé sur les dents, mais pour d'autres types d'analyses. Et en même temps, c'était une opportunité pour Émile, qui est un jeune diplômé, de participer à un premier challenge sur des données réelles. Alors, c'était un premier stage pour lui, éventuellement, durant ce challenge.